nouvelles attaques aujourd'hui contre des Israéliens. 3 gardes-frontières blessés par une voiture bélier et un terroriste muni d'un couteau abattu ce matin près de Hebron. Le point dans un instant. Toujours pas de piste privilégiée après le crash d'un avion russe dans le Sinaï égyptien avec 223 passagers hier. Premier élément de l'enquête, l'appareil se serait disloqué en haute altitude. La boîte noire est toujours à l'étude. En Turquie, le parti du président Erdogan va retrouver la majorité absolue au Parlement. Défaite du parti procure de lors du scrutin organisé aujourd'hui. Des violences signalées dans le bastion kurde du sud de la Turquie. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Plus d'un mois donc que cette vague de terreur se poursuit au quotidien en Israël avec des attaques. Aujourd'hui encore, 2 nouvelles attaques dans le secteur de Hebron et de Kiryat Arba. 3 gardes-frontières israéliens blessés et un terroriste palestinien tué. C'est le bilan de cette journée de violence. Récit Maxime Pérez. Hébron et sa région, une nouvelle fois au cœur de violence et le théâtre d'attentats. Ce dimanche, 2 attaques ont eu lieu à l'entrée du village palestinien d'El Aroub, près de l'implantation juive de Kiryat Arba. À la mi-journée, en marge dehors impliquant des jeunes lanceurs de pierres, un Palestinien armé d'un couteau se précipite sur des soldats israéliens. L'assaillant est identifié et immédiatement abattu. L'incident ne dure que quelques secondes, mais comme à chaque fois qu'un tel scénario d'attaque se produit, les Palestiniens offrent une toute autre version des faits. Les Israéliens l'ont exécuté de sang-froid. Il ne tenait aucun couteau et aucun outil dangereux. Ils lui ont tiré dessus parce qu'il courait. C'est ce que j'ai vu et je l'ai même filmé avec ma caméra. Plusieurs heures après les faits, ces images censées illustrer une bavure n'ont toujours pas été diffusées par les Palestiniens. Qu'importe, en Cisjordanie depuis quelques semaines, un incident chasse rapidement un autre. Il est environ 16 heures, toujours à El Aroub, quand un véhicule fonce sur une patrouille de garde-frontière. Le terroriste est neutralisé quelques mètres plus loin, mais il est parvenu à blesser grièvement un policier, tandis que les 2 autres sont légèrement blessés. Les victimes sont traitées sur place avant d'être transférées vers un hôpital de Jérusalem. Nous avons accueilli ici 2 blessés dans un état relativement stable. Ils ont été percutés par une voiture bélier. Le premier diagnostic est plutôt positif. Ils ont été touchés au niveau des mollets, mais leurs blessures restent superficielles. Leur pronostic vital n'est pas engagé. C'est dans ce contexte que les services de sécurité intérieure du Shabak ont annoncé l'arrestation d'Abdelaziz Maraï. Ce Palestinien originaire du quartier d'Aboudis à Jérusalem-Est est accusé d'avoir porté assistance aux terroristes auteurs de l'attaque au couteau perpétrée dans la vieille ville le 3 octobre dernier. 2 Israéliens avaient été poignardés à mort dans cet attentat qui avait été le premier d'une longue série toujours en cours. Alors on va retrouver en direct justement du Gush Etzion, tout près donc de l'endroit où se sont déroulées ces attaques aujourd'hui. Léa Berdugo, bonsoir Léa. Le point sur la situation, donc où en sommes-nous? D'abord, est-ce qu'il y a des nouvelles de l'agresseur, l'auteur de l'attaque de tout à l'heure? Écoutez, selon certains médias, mais l'information n'est pas confirmée pour l'instant, l'auteur de l'attaque à la voiture bélier, selon la police, serait rendu auprès des policiers. Il serait actuellement en garde à vue, mais cette information pour l'instant n'est pas confirmée. Donc plusieurs attaques se sont déroulées aujourd'hui en Cisjordanie, près de la ville de Hébron, dans la ville de Beth Hanoun. Donc le climat est toujours tendu, mais ce soir sur le terrain, la situation est plus calme. Alors Léa, tout cela intervient aussi dans un contexte où on le sait, les Palestiniens réclamaient qu'on leur rende les corps des terroristes qui ont été abattus ces derniers jours et visiblement, eh bien, Israël a détendu sa position sur ce sujet. Oui, mais il y a toujours des divergences à ce sujet entre l'armée et le gouvernement. Selon l'armée, eh bien, garder les corps des auteurs d'attaque ne dissuade pas les Palestiniens d'en commettre de nouvelles, tandis que pour le gouvernement, eh bien, la situation est tout à fait le contraire. Certains membres au sein du gouvernement pensent que garder les corps des auteurs d'attaque, eh bien, dissuade certains Palestiniens d'en commettre. Au cours du week-end, 9 corps d'auteurs d'attaque ont été restitués à
leurs familles et la Cour suprême doit se prononcer à ce sujet au début de la semaine. Dernier point, Léa, puisque vous êtes dans un secteur très sensible, quel est le climat? Puisque cela fait un mois maintenant qu'il y a des attaques quasi quotidiennes. Quel est le climat? Toujours de fortes mesures de sécurité autour de vous? Oui, on peut voir beaucoup de forces de sécurité présentes, beaucoup de soldats présents ici à tous les coins de rue. La population est extrêmement suspecte également. Tout le monde est sur ses gardes, donc on voit énormément de tensions encore présentes ici en Cisjordanie. Merci Léa Berdugo. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard pour faire un nouveau point sur donc l'enquête après cette dernière attaque à la voiture bélier qui a fait 3 blessés dans le secteur de Hebron. L'Égypte à présent et l'enquête qui se poursuit à propos du crash de l'avion russe. C'était hier matin dans le Sinaï avec 223 personnes à bord. La boîte noire est en cours d'analyse et selon le premier élément de l'enquête divulgué par des enquêteurs russes, eh bien, l'appareil se serait disloqué en plein vol à très haute altitude. Accident ou attentat, tout reste envisageable. Julia Ganancia. Au beau milieu de la province du Nord Sinaï, d'innombrables débris de l'avion jonchent le sol aride. Il dégage encore une odeur âcre de brûlé plus de 24 heures après le drame. Sur place, les secouristes égyptiens ont élargi à 15 km le périmètre de leurs recherches. Des recherches qui se poursuivent pour retrouver les corps des 224 occupants. Ce dimanche, au moins 163 corps ont été retrouvés sur le site et transportés pour certains dans cet hôpital du Caire. Nous avons reçu 10 corps hier après minuit. Certains des cadavres étaient identifiables et d'autres ne l'étaient pas. Ils ont tout de suite été mis dans des réfrigérateurs à la morgue et toutes les procédures standards ont été suivies et terminées en quelques minutes. Pour le moment, nous attendons de recevoir des informations pour savoir comment procéder avec les corps, que faire avec les familles et si elles devront venir pour identifier ces corps. S'agissant de l'enquête, les autorités égyptiennes et russes affirment ne pas être en mesure d'annoncer les causes du crash pour l'instant. Selon le chef des experts aéronautiques russes, l'avion s'est disloqué en l'air avant de toucher le sol. Mais tant que les boîtes noires n'auront pas parlé, les experts refusent d'exclure toute hypothèse. Tout comme le président égyptien appelle à attendre les résultats de l'enquête avant d'évoquer les possibles raisons du crash. Il est très important pour nous de savoir alors que de tels incidents se produisent. Il est crucial que l'enquête suive son cours et que les raisons d'un tel incident ne soient pas discutées, car ces choses-là prennent du temps. Il s'agit de sujets complexes qui requièrent des techniques avancées de recherche et une enquête de grande envergure qui pourrait prendre des mois. En Russie, la population est sous le choc. Les bâtiments officiels arborent des drapeaux en berne en ce jour de deuil national. Un mémorial a été improvisé à l'aéroport de Saint-Pétersbourg où devait atterrir l'avion qui s'est écrasé. Et l'émotion est immense. C'est vraiment très difficile à accepter tout ça. Je ne peux pas décrire la douleur que nous ressentons. Toute la Russie pleure les victimes aujourd'hui. La Russie a déjà connu ces dernières années plusieurs crashs impliquant des appareils en fin de vie, mais l'accident de samedi constitue la pire catastrophe aérienne ayant frappé le pays. L'Airbus 321, affrété par un tour opérateur, transportait surtout des touristes originaires de Saint-Pétersbourg qui revenaient de vacances au soleil. Alors avec nous, Michael Horowitz, bonsoir. Vous êtes spécialiste de cette région du Proche-Orient, expert en géopolitique. D'abord, cette revendication qui est survenue très vite hier de l'État islamique. On a l'impression qu'on en parle un peu moins ce soir. Est-ce qu'elle est toujours, selon vous, d'actualité? Oui, pour moi, elle est toujours d'actualité pour plusieurs raisons. D'abord, l'État islamique a un historique qui fait que ces revendications se sont toujours avérées, ou qu'en tout cas, on n'a pas prouvé qu'une de ces revendications était fausse. C'est arrivé extrêmement vite. Le groupe joue quand même sa crédibilité, c'est-à-dire que si demain il est prouvé que l'avion n'a pas été détruit par une attaque terroriste, c'est un coup pour la crédibilité de l'État islamique et pour son recrutement, dont on sait qu'il est critique pour le groupe. Le deuxième point, c'est le langage qui
qui a été utilisé par le communiqué. Ce communiqué ne dit pas qu'un missile a été tiré contre l'avion. Le communiqué dit, qui a été d'ailleurs publié en français, dit « Nous avons provoqué le crash de l'avion de Metrojet ». Donc, ça laisse vraiment la porte ouverte à plusieurs options, autres que celle d'un missile, notamment celle d'une bombe en soute, celle potentiellement de quelqu'un qui était dans l'avion et qui aurait pu faire que l'avion se crache, ou alors qui avait lui-même une bombe. Et on sait peut coïncider avec ce qu'on apprend aujourd'hui, puisque l'avion s'est désintégré en vol. Si vous regardez, si vous prenez les premiers éléments qui sont vraiment des éléments qu'il faut prendre avec prudence pour l'instant, mais enfin bon, si l'avion a été détruit alors qu'il était à sa vitesse et à son altitude de croisière, l'hypothèse d'un missile qui aurait été tiré, à moins qu'il y ait une vraie faille des renseignements égyptiens et des renseignements israéliens, etc., paraît quand même peu probable, puisqu'on sait qu'ils ont des missiles, mais en fait, ce sont des missiles qu'on tire... qui, si vous voulez, sont des missiles qui sont assez peu développés et qui ne peuvent pas détruire un avion à vitesse de croisière. En revanche, c'est possible que l'avion ait été détruit de l'intérieur d'une bombe. On sait que les aéroports égyptiens, la sécurité n'est pas pointilleuse. On sait aussi que l'État islamique est capable de faire ce genre d'attaque sophistiquée. Il faut se rappeler que l'année dernière, en novembre, vous avez un bateau de la marine égyptienne qui a été pris et contrôlé par l'État islamique, qui a réussi à infiltrer ce bateau. Donc l'État islamique dans le Sinaï, c'est un groupe qui est quand même assez sophistiqué, qui est capable de ce genre d'attaque, d'autant plus qu'il est fort probable que cette attaque a été planifiée par le groupe État islamique lui-même, qui a des membres russophones, il faut se rappeler, qui a des facilités sûrement avec les services de sécurité égyptiens, puisqu'on sait qu'il y a certains membres de l'État islamique en Égypte qui sont d'anciens officiers de l'armée égyptienne. Donc pour moi, c'est crédible. Et le dernier élément quand même, c'est le timing. Après les menaces qui ont été faites contre la Russie, après l'intervention russe en Syrie, et dans une région où l'État islamique est en lutte contre le régime égyptien. Donc ces éléments concordent à rendre cette menace et cette affirmation de l'État islamique crédible, ce qui ne veut pas dire qu'il faut écarter l'hypothèse d'un mensonge de l'État islamique. Mais pour l'instant, à mon avis, il faut prendre cette déclaration sérieusement. Alors on verra dans un instant d'ailleurs l'hypothèse possible aussi d'une panne technique, mais revenons quand même sur la thèse de l'attentat. Est-ce que, puisqu'on est en pleine région sensible, est-ce que cet aéroport de Sharm el-Sheikh qui accueille des touristes du monde entier est protégé par l'Égypte? Est-ce qu'on prend en compte le risque terroriste justement? Oui, Sharm el-Sheikh est protégé. C'est une des rares villes qui est dite safe, si vous voulez, puisque le Sharm el-Sheikh en fait avait été déjà visé dans les années 2000 par un attentat contre les hôtels, et que vous avez une barrière de sécurité en fait qui entoure le complexe hôtelier. Donc ça reste quand même quelque chose de... Si l'État islamique a effectivement réussi à mettre une bombe dans cet avion à partir de Sharm el-Sheikh, ça reste quand même une opération assez sophistiquée, puisque Sharm el-Sheikh est quand même un endroit qui reste assez sécurisé. Mais ça n'est pas impossible, parce que justement l'État islamique a quand même cette expérience, qu'il semble que l'armée égyptienne n'apprenne pas aussi de ses erreurs. Si vous regardez les tactiques qui ont été utilisées par l'État islamique contre l'armée égyptienne, vous avez une attaque à peu près tous les 3 mois contre l'armée égyptienne avec le même modus operandi, et l'armée égyptienne semble ne pas tirer les leçons des tactiques qui sont employées par l'État islamique. Donc c'est effectivement, à mon avis, quelque chose qui est possible. Oui. Merci beaucoup pour cet éclairage, Michael Horowitz. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. On parlait de la thèse du missile qui peut viser un avion civil. C'est évidemment la hantise de nombreuses compagnies aériennes. Il y a des systèmes pour se protéger contre ce type d'attaque. C'est notamment ce type de système qui équipe les avions des compagnies israéliennes, qui sont évidemment des cibles potentielles. Maxime Pérez. En attendant le verdict des boîtes noires, le crash de l'A321 relance le débat sur le survol des zones de guerre par des avions commerciaux. À cet égard, les compagnies Air France et Lufthansa ont décidé d'appliquer le principe de précaution.
Jusqu'à nouvel ordre, leurs avions ne voleront plus au-dessus de la péninsule égyptienne, qui sert de refuge à des milliers de combattants djihadistes. Depuis la chute d'Hosni Moubarak, le Sinaï échappe au contrôle des autorités égyptiennes et les opérations militaires de l'armée n'ont pas permis jusqu'ici d'éliminer la menace posée par des tribus bédouines converties à l'islam radical. En août 2011, Israël en subit pour la première fois les répercussions sécuritaires. Une attaque vise plusieurs véhicules dont un autobus qui circule le long de la frontière égyptienne. Le bilan, 8 Israéliens sont tués, des civils. Depuis, les avions israéliens décollant ou se rendant à la station balnéaire d'Elat au sud du pays ont reçu pour instruction de modifier leur trajectoire de vol. Les autorités aéroportuaires israéliennes imposent des couloirs de navigation éloignés de la péninsule égyptienne. Autre mesure exceptionnelle, tous les appareils des compagnies nationales, El Al, Arkia et Israël, sont aujourd'hui équipés de systèmes permettant de déjouer les tirs de missiles antiaériens. Dans certains cas, il s'agit de simples particules d'aluminium qui créent une source de chaleur, à la manière des avions ou des hélicoptères de combat. Mais en la matière, Israël dispose d'industries de pointe. C'est le cas de la société Elbit qui a mis au point le système Sky Shield, bouclier du ciel, qui consiste en un rayon laser capable d'identifier et d'aveugler la tête chercheuse d'un missile. Le système a déjà été vendu à des pays comme l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Alors à ce stade donc de l'enquête, l'hypothèse aussi d'un problème technique n'est pas écartée. D'ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont en attendant décidé de contourner les routes qui passent par la péninsule du Sinaï. Et la compagnie russe, victime de cet accident, a elle choisi de clouer au sol tous ces A321, donc du même type que celui qui s'est crashé hier. Alors peut-on envisager l'hypothèse d'un accident et d'un problème mécanique? On va en parler justement avec Ronan Hubert qui est en ligne avec nous, qui est accidentologue, spécialiste des catastrophes aériennes. Bonsoir. Ronan Hubert, vous avez écrit un ouvrage sur le sujet. Vous avez un site internet qui est consacré justement à ce problème et à toutes ces catastrophes que vous recensez. Est-ce que dans ce cas-là, vous pensez que, d'après le premier élément divulgué, on peut avoir affaire à un problème mécanique? Je pense que nous sommes plus dans l'optique d'un accident plutôt qu'un acte terroriste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'état des débris tels qu'on les voit sur les lieux de l'accident. Il faut savoir que si vous avez un avion qui est abattu par un missile ou qui est victime d'une détonation d'un engin explosif à haute altitude, l'avion se désintègre. S'il vole, comme dans le cas présent, on sait qu'il était un petit peu plus haut que 30 000 pieds, dites-vous bien que s'il est victime d'une explosion à cette altitude-là, vous trouverez des débris sur une superficie extrêmement importante, ce qui n'est absolument pas le cas ici, ce qui veut dire qu'il est resté plus ou moins entier jusqu'à l'impact final, et on voit très bien sur les images que l'ensemble des débris sont sur une superficie relativement restreinte, et on voit qu'il était dans une assiette relativement à plat, si on peut faire une analyse primaire de l'état des débris, et pour ça je pense plutôt qu'il s'agirait d'un accident. Alors justement, Ronan Hubert, cette compagnie qui avait affrété ce vol, quelle est sa réputation? Est-ce qu'elle est justement considérée comme une compagnie à risque? Parce qu'il y en a beaucoup évidemment dans cette région de la Russie et de l'ancienne URSS, si on peut dire. Alors, premièrement, ce qu'il faut noter, la compagnie en elle-même, nous n'avons jamais reçu de documents négatifs à son encontre. Premièrement, elle n'a jamais été victime d'un accident. Le premier accident qu'elle a eu, si on veut, c'était une autre entité et un autre nom il y a quelques années en Russie, où il n'y avait pas eu de victimes, très très peu. Et en l'occurrence, l'Airbus qu'elle exploite est exploité auprès de l'aviation civile irlandaise, puisque comme vous le savez, l'avion est immatriculé en Irlande, c'est-à-dire sous pavillon européen, donc il répond aux normes européennes. Alors il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que le pilote apparemment n'a pas eu peut-être le temps, mais en tout cas n'a pas lancé de message de détresse. Donc ça peut avoir été aussi soudain et être lié à un problème mécanique? Alors, ça, c'est un peu le problème. C'est qu'en effet, généralement, si un équipage est face à un problème technique, la première des choses qu'il fait généralement, c'est d'informer le contrôle aérien de sa situation, s'il est en mesure de pouvoir le faire. Dans ce cas-là, on n'a pas d'informations aujourd'hui de la part des autorités égyptiennes ou du contrôle égyptien qui nous disent il y a différentes versions. Depuis ce matin, j'entends comme quoi le contrôle aérien a eu des messages de détresse des pilotes. Des fois, on n'entend que pas, donc on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas. Ce
qui est certain, c'est que si l'équipage est face à une situation dramatique et qu'il a la possibilité d'émettre un message d'urgence, il a plusieurs possibilités de le faire par différents codes, par différents systèmes, et ça c'est possible de le faire. Maintenant, s'il s'agissait d'un acte soudain, comme d'autres personnes le prétendent, que ce soit un acte terroriste, qui a désintégration de l'avion, ce dont je doute fortement, là il est évident que l'équipage n'a plus de possibilité d'émettre ou d'être en contact avec les contrôleurs aériens. Merci beaucoup pour cette analyse, Ronan Hubert. On a vu à l'écran le site internet que vous avez mis en place et qui est consacré donc à toutes ces catastrophes aériennes qui se produisent de par le monde. En Syrie, à présent, l'État islamique marque une nouvelle avancée dans la province de Homs. C'est la première avancée significative depuis d'ailleurs l'entrée en action de l'armée russe en Syrie, alors que sur le plan diplomatique, eh bien, toujours aucune avancée notable entre ceux qui sont contre le maintien d'Assad et ceux qui veulent le préserver via de nouvelles élections. Léa Volbert. Lentement, l'État islamique étend son hégémonie sur la Syrie. Ce dimanche, l'organisation extrémiste s'est emparée de la ville de Marhin, proche de Homs, dans le centre de la Syrie. Après 2 attentats suicides, l'État islamique n'a pas eu de mal à conclure un accord avec les rebelles syriens présents sur place. Une alliance qui met à mal une trêve en vigueur depuis 2 ans entre les hommes de l'armée syrienne et ceux de la rébellion. Jusqu'ici, les troupes de Bachar al-Assad avaient installé un barrage autour de Marhin afin de protéger les rebelles de la progression de l'État islamique. Désormais, la voie est libre, le groupe terroriste peut avancer vers l'est. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Daesh se dirige actuellement vers Saadad, un village à majorité chrétienne qui se trouve à environ 14 km de l'autoroute Damas-Alep. Un axe stratégique qui relie les 2 plus grandes villes du pays, dont la majeure partie est actuellement contrôlée par une coalition de rebelles islamistes et du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Parallèlement, l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie s'est rendu à Damas. Il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants syriens afin de leur livrer les détails de la récente conférence de Vienne. Une conférence qui se résume en quelques mots: aucune avancée significative sur le dossier du conflit syrien. Les Occidentaux refusent catégoriquement d'inclure Bachar al-Assad au processus de transition politique. La Russie et l'Iran, alliés du régime de Damas, n'envisagent pas l'avenir du pays sans son dirigeant actuel. Il y a quelques jours, la Russie appelait à l'organisation d'élections en Syrie. Ce dimanche, l'ayatollah Khamenei a apporté son soutien à cette proposition. Un nouvel attentat en Somalie dans un hôtel de la capitale Mogadiscio. Ce sont les Chebabs qui ont revendiqué cette attaque qui a fait au moins 12 morts. Un type d'attaque devenu la marque de fabrique de ces terroristes islamistes implantés dans le pays. Joseph Emmanuel. L'explosion a été d'une rare violence. Les habitants ont vu leur quartier littéralement souffler. Les blessés sont nombreux. Plus d'une dizaine de personnes sont mortes. C'est à l'aube, en plein cœur de la capitale somalienne, que les Chebabs ont de nouveau frappé. Les islamistes, affiliés à Al-Qaïda, se fraient un passage à l'intérieur de l'hôtel Saafi. Leur véhicule est alors bourré d'explosifs. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. C'est un lieu très fréquenté des hommes d'affaires, un lieu de passage des parlementaires et de nombreux fonctionnaires. 2 explosions ont soufflé la façade ouest du grand hôtel. Les Chebabs investissent alors le bâtiment. Des témoins font état d'intenses échanges de coups de feu, des dizaines de déflagrations. Ce matin, les Chebabs ont donc attaqué, comme ils ne cessent d'attaquer depuis plusieurs mois, avec un objectif: renverser le gouvernement somalien, un gouvernement soutenu par la communauté internationale. Les hôtels ont souvent été la cible des islamistes et l'hôtel Saafi, comme beaucoup d'hôtels de la capitale, a été récemment fortifié. Le bâtiment avait déjà été la cible des Chebabs. C'était en 2009. 2 agents de renseignement français avaient alors été enlevés. Les Chebabs ont été chassés depuis 2011 de la capitale, comme de leurs principaux bastions du centre et du sud somalien. Depuis, ils contrôlent de larges zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, parfois comme aujourd'hui jusqu'au cœur de la capitale somalienne. La lutte contre ces islamistes a pris plusieurs formes au long des années passées, mais beaucoup accusent le gouvernement somalien d'être trop faible. Cette semaine, le président a demandé aux Chebabs de se rendre et les Chebabs ont procédé à quelques changements, mais pas tout à fait dans le sens de la demande somalienne. Certaines factions auraient quitté Al-Qaïda pour prêter allégeance au groupe État islamique.
Un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée. Cette fois, cela se passe près de l'île de Samos en Grèce. 11 réfugiés ont été retrouvés morts noyés après que leur embarcation ait chaviré. Parmi eux figurent les corps de plusieurs enfants. Et pendant ce temps, aux frontières de l'Europe, on met en place un système de contrôle de ces réfugiés afin de déterminer ceux qui sont de véritables réfugiés politiques ou ceux qui viendraient pour des raisons purement économiques et ne seraient donc pas autorisés à rentrer selon la législation. Léa Berdugo. L'Italie n'a plus que 30 jours pour mettre en place 4 hotspots dans le pays. L'objectif est d'identifier les réfugiés et d'empêcher les migrants économiques d'atteindre l'Europe du Nord. Ce délai très court rend certaines personnes sceptiques. C'est pour cela que l'Italie a fait le choix d'utiliser des structures existantes. Parmi elles, le centre de Pozzallo. Depuis plusieurs années, cette structure fournit des soins médicaux aux migrants, les identifie et les prépare à des transferts dans d'autres centres du pays. Les responsables du site se disent prêts à mettre en œuvre les changements nécessaires. C'est ce que nous faisons déjà. En ce qui concerne les changements, le ministère nous les a déjà indiqués et nous sommes prêts à nous soumettre aux directives. À fonctionner comme un hotspot pour mettre en place toutes les procédures nécessaires et transférer les migrants en suivant les règles. Malgré leur bonne volonté, l'Italie et la Grèce, en première ligne dans cette crise des réfugiés, pointent du doigt la réaction tardive de l'Union européenne. Dans la même ligne, les Nations unies réclament plus d'efforts de la part de l'ensemble des pays européens. Un bon accueil signifie aussi une bonne identification des personnes et ceci est la première étape pour permettre aux pays européens d'accueillir des réfugiés. Il est devenu très clair pour tout le monde que l'Europe a besoin d'un projet commun, que tout le monde doit y participer, sans quoi la crise ne pourra pas être maîtrisée. Cette crise est maîtrisable. Pour soulager l'Italie et la Grèce, le plan adopté par l'Union européenne prévoit une relocalisation de milliers de migrants. À la mi-septembre, 160 000 réfugiés ont déjà été dispersés dans plusieurs pays d'Europe. On va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant pour évoquer les résultats quasi définitifs maintenant du scrutin législatif en Turquie. Vous le voyez sur ces images à Istanbul. La victoire du parti du président Erdogan au pouvoir qui avait été sérieusement ballotté lors du précédent scrutin. Et bien cette fois, le parti pro-kurde de gauche a été nettement battu. Erdogan va donc retrouver la majorité absolue et avec lui les nationalistes turcs opposés au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et à la violence des nationalistes kurdes, eh bien, semble avoir repris le dessus. On fait le point dans un instant avec un invité et puis donc les premières images de cette victoire du parti d'Erdogan. À tout de suite. Dix, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça vous convient? Oui, c'est bon, merci.
De nouvelles attaques encore aujourd'hui contre des Israéliens. 3 gardes-frontières blessés par une voiture bélier. Le conducteur vient de se rendre aux autorités israéliennes après avoir pris la fuite. Et un terroriste muni d'un couteau abattu ce matin près de Hebron. Toujours pas de piste privilégiée après le crash d'un avion russe dans le Sinaï égyptien avec 223 passagers. Premier élément de l'enquête divulguée ce soir, l'appareil se serait disloqué en plein vol à haute altitude. Et puis la Turquie, le parti du président Erdogan va retrouver la majorité absolue au Parlement. Défaite du parti pro-kurde lors de ce scrutin organisé aujourd'hui. On fait le point tout de suite. En Turquie, c'est donc peut-être la fin de la crise politique née du dernier scrutin et l'absence de majorité absolue pour le parti au pouvoir. Le parti du président Erdogan qui sort ce soir grand vainqueur et assuré d'une majorité absolue au Parlement après un nouveau vote. Julia Ganancia. Pour Recep Tayyip Erdogan, le pari est gagné. Selon les premiers résultats, le parti islamo-conservateur du président au pouvoir a largement remporté les élections législatives. Il est même assuré de retrouver sa majorité absolue au Parlement. Après le dépouillement, le constat est implacable. Les électeurs ont suivi l'appel à la mobilisation. Le 7 juin dernier, à l'issue des élections, la stabilité n'a pas pu sortir des urnes et comme on n'a pas pu constituer facilement un gouvernement après ces résultats, on a été obligé de reconduire des élections. Et j'espère que lors de ce scrutin, nos citoyens comprendront à quel point ils ont besoin de stabilité. Le 7 juin, l'AKP avait subi un revers cinglant en perdant le contrôle total qu'il exerçait depuis 13 ans sur le Parlement. Ce résultat avait sonné provisoirement le glas des rêves de super-présidence du chef de l'État. Seul maître du pays, mais de plus en plus contesté, Erdogan avait alors laissé s'enliser les discussions pour la formation de coalitions et reconvoqué les électeurs pour un nouveau scrutin, persuadé de pouvoir inverser les résultats en sa faveur. À Istanbul, dès l'ouverture des portes, les Turcs s'étaient déplacés en masse dans les bureaux de vote. En fait, tout le peuple commence à s'impatienter. Pour le dire poliment, on ne veut plus de ceux qui gouvernaient jusqu'à présent. Le peuple n'en veut plus car nous souhaitons un meilleur avenir pour la Turquie, un avenir plus positif. Des blindés équipés de mitrailleuses stationnés devant les bureaux de vote et des hommes en armes autour des véhicules. Cela se passait à Diyarbakir, un quartier qui porte encore les traces des affrontements violents de ces dernières semaines. Dans tout l'est du pays, près de 400 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin. Les Turcs se sont rendus dans l'isoloir avec l'espoir d'apaiser les tensions qui déchirent la Turquie. En ce moment, il y a de fortes tensions en Turquie. Elles se ressentent d'autant plus dans cette région et cela a des conséquences dans tout le pays. Nous nous rendons une fois de plus aux urnes pour améliorer la démocratie. J'espère que les résultats seront bons. J'espère que ce sera un argument pour la paix. Tir en l'air, slogan anti-Erdogan, jeunes armés de bâtons. Ce soir, à Diyarbakir, la tension est palpable devant le siège du parti pro-kurde. Les dernières tendances donnent le HDP à peine au-dessus de la barre des 10% qui conditionne l'entrée des partis politiques au Parlement turc. Un risque qui réveille la colère de ses partisans. Voilà, violence effectivement dans le bastion pro-kurde ce soir du sud de la Turquie. Et on a vu ces images aussi de drapeaux turcs rassemblés dans le centre d'Istanbul. On est en ligne justement avec l'historien Philippe Videlier, historien au CNRS, spécialiste de la Turquie et auteur d'ailleurs du livre Nuit turque. Bonsoir Philippe Videlier. Bonsoir. Est-ce que, comme vient de le dire Davutoglu, le Premier ministre turc, c'est une victoire de la démocratie ce soir en Turquie ? Moi, je ne pense pas. Je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est un danger pour la démocratie, étant donné les tendances extrêmement autoritaires qu'a manifesté M. Erdogan les mois passés, et que c'est non seulement un problème pour la démocratie en Turquie, mais que ça risque d'ajouter aux tensions dans la région, ce qui est tout à fait dommageable. Ouais, ça veut dire que là, les Kurdes, les pro-Kurdes en tout cas, perdent de toute leur influence et cela peut, à votre avis, raviver les violences justement qui se sont réveillées ces dernières semaines. Je pense que oui. Je pense d'ailleurs que qualifier le parti HDP de pro-kurde est un peu réducteur parce que ce parti a su agréger autour de lui
ce qu'on a appelé toutes les minorités en Turquie, et ce parti a manifesté une pratique démocratique tout à fait remarquable. Et donc, s'il était exclu du Parlement, évidemment, cela poserait un grand problème par rapport à la frange la plus avancée de la population turque. Que signifie, à votre avis, aussi ce réveil un peu nationaliste du vote turc dans ces élections? C'est la peur, justement, toujours de cette minorité kurde? Sans doute est-ce cette peur-là, mais je crois qu'au contraire, ça risque de raviver les tensions plus que de les apaiser. On a vu d'ailleurs que lorsqu'il y a eu les premiers attentats, cet été, l'attentat de Suruç, attribué à Daesh, M. Erdogan a entamé des actions militaires bien plus contre les Kurdes que contre le groupe terroriste Daesh. Et là, on a eu le 10 octobre un attentat à Ankara qui a fait 102 morts. Et depuis, le gouvernement de M. Erdogan a de la même façon continué à harceler les minorités kurdes. Donc je crois que cela n'annonce rien de bon, d'autant que M. Erdogan a affirmé son intention de transformer la constitution turque de façon à lui donner à lui plus de pouvoir. Eh bien voilà, il a les mains libres ce soir puisqu'il y a donc cette majorité absolue. Merci Philippe Lidoli. On remontre le titre de votre ouvrage à l'écran, Nuit turque, et vous êtes donc intervenu en direct alors qu'on vient de voir ces images d'une foule qui se rassemble dans le centre d'Istanbul, les partisans du président Erdogan, pour célébrer ce succès législatif particulièrement net. Près de 40 000 personnes rassemblées hier soir en plein centre de Tel Aviv, place Rabin, pour une soirée d'hommage à l'ancien Premier ministre assassiné il y a tout juste 20 ans. Ce sera le 4 novembre et on en parlera évidemment longuement sur i24 News ce jour-là. Ce meeting se voulait apolitique, en présence notamment de l'ancien président américain Bill Clinton. Retour sur cette soirée avec Myri Maman. Des dizaines de milliers de personnes sur la place Yitzhak Rabin. Des Israéliens de droite comme de gauche, réunis pour rendre hommage au Premier ministre assassiné il y a 20 ans sur cette même place. Les déclarations d'hommage se sont enchaînées et les invités de marque aussi. Bill Clinton sur place et Barack Obama, dans un message enregistré, ont appelé les Israéliens à poursuivre l'œuvre d'Yitzhak Rabin. La prochaine étape dépend de votre décision. Si vous décidez qu'Yitzhak Rabin avait raison, qu'il faut vivre avec son voisin, que vous voulez offrir une chance à vos enfants, que vous voulez vivre en paix. Ceux qui l'aimaient et qui aiment Israël prient pour que vous preniez la bonne décision. Yitzhak Rabin a compris le danger auquel Israël devait faire face. Après tout, il défendait lui-même Israël, en tant que soldat et en tant que général. Mais il a aussi dit qu'on ne pouvait dominer éternellement les Palestiniens par la force. Et il cherchait chaque occasion, chaque chance pour aboutir à la paix. Le président israélien s'est lui attaqué aux incitations à la haine et à la violence à l'encontre d'hommes politiques. Lui-même a reçu de nombreuses menaces de mort. À ceux qui menacent, à ceux qui lèvent le poing, à ceux qui dessinent des images d'uniformes SS. Je veux vous dire que nous n'avons pas peur de vous. De la musique, des discours, des ballons, mais les visages graves, les récentes violences qui secouent le pays ont plané samedi soir sur la place Rabin. Alors, on va s'attarder longuement sur ce rassemblement donc, qui marque bien une étape importante dans les cérémonies pour le 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On en parle d'abord avec vous, Dror Even-Sapir. Bonsoir, analyste politique. Alors, c'est un rassemblement qui se voulait apolitique. L'était-il vraiment ? Écoutez, dans l'esprit des organisateurs, oui. Les organisateurs étaient en fait une coalition de mouvements de jeunesse apolitiques comme les scouts par exemple, mais également des mouvements de jeunesse qui ont une couleur idéologique tout à fait claire, de gauche comme de droite. Par exemple, le mouvement Bnei Akiva, la jeunesse sioniste religieuse, était présent avec plusieurs centaines de ses membres. Donc, pas de politique en principe dans les discours non plus, puisque aucun homme politique n'a été autorisé à s'exprimer, mis à part bien évidemment le président de l'État, qui a un rôle un petit peu consensuel au-delà des partis, mais Shimon Peres,
l'ancien partenaire, ancien frère ennemi également d'Yitzhak Rabin, était présent, mais il n'a pas pu s'exprimer parce que les organisateurs tenaient à cet apolitisme, à ce refus de la politique, tenaient à ce que le rassemblement soit le plus consensuel possible. Mais il est très difficile d'éviter de parler des sujets qui fâchent dans ce genre de rassemblement. Yonatan Ben-Arti, c'est le petit-fils d'Yitzhak Rabin. Lorsqu'il a pris la parole, il a appelé le gouvernement israélien à reconnaître immédiatement et unilatéralement un État palestinien. Là, on était en plein dans le politique et dans la controverse. Alors justement, la politique, elle était présente, elle, dans les discours des personnalités américaines et non des moindres. Alors voilà, pas ou peu de politique dans le discours des Israéliens, mais par contre, dans le discours des personnalités américaines, donc le président actuel Obama et l'ancien président Clinton, qui était présent, lui, sur place, eh bien oui, beaucoup de politique. Bill Clinton qui a rappelé cette formule qu'on attribuait à Yitzhak Rabin, nous devons combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et négocier avec les Palestiniens comme s'il n'y avait pas de terrorisme. C'est une phrase bien évidemment éminemment politique, qui a peut-être pas plu notamment aux jeunes sionistes religieux qui étaient présents hier soir. Et puis le discours, ou plutôt l'intervention enregistrée de Barack Obama, diffusée par vidéo sur écran géant hier. Là, on était encore une fois tout à fait dans les questions qui fâchent entre Israéliens et Américains, entre Israéliens et Palestiniens, puisque Barack Obama a rappelé l'urgence, selon lui en tout cas, de la solution à deux États. Alors, comme souvenir de ce qui s'était passé, de cette tragédie il y a 20 ans, il y avait beaucoup de sécurité également lors de ce rassemblement. Alors, l'image qui a le plus marqué les Israéliens, c'est cette vitre blindée placée devant les orateurs hier soir, à l'endroit même où, il y a 20 ans, Yitzhak Rabin avait été assassiné. Et le dernier discours prononcé par Rabin était un discours qui était consacré justement à la violence politique, qui était consacré justement à dénoncer ce phénomène de violence politique qui finalement a tué Yitzhak Rabin. Et 20 ans après, bien, on en est au même endroit. Pas d'évolution. Malheureusement, la leçon n'a pas été retenue puisque on constate que des appels à la violence sont malheureusement fréquents, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc cette vitre blindée placé devant, par exemple, un personnage aussi consensuel que Reuven Rivlin, qui est issu d'ailleurs des rangs de la droite israélienne, c'est une image symbolique assez inquiétante tout de même. Et puis cela intervient dans un climat évidemment de violence extrême, cette fois, avec ces attentats commis contre des Israéliens. Voilà, et cette violence, cette vague des violences, ces attentats perpétrés à l'arme blanche depuis maintenant 1 mois et demi presque, par des terroristes palestiniens, parfois très jeunes, eh bien, cette vague de violence a eu pour effet de remettre sur le devant de la scène la question des relations entre Israéliens et Palestiniens qui avait été au cours de ces dernières années un petit peu oubliée dans les dernières campagnes électorales. On en parlait très peu finalement de cette question palestinienne. Aujourd'hui, avec cette vague de violence, elle est à nouveau au cœur de l'actualité en Israël, mais la plupart des Israéliens, les sondages le montrent, eh bien, ne partagent pas l'avis de ceux qui se déclarent être les héritiers d'Yitzhak Rabin. Ce sont plutôt les partisans de la manière forte vis-à-vis des Palestiniens qui ont le vent en poupe actuellement, comme c'est le cas en fait après toute vague de violence palestinienne. Merci Dror Even Sapir. On va parler beaucoup d'Yitzhak Rabin dans les jours qui viennent évidemment et jusqu'à ce 4 novembre qui marquera les 20 ans de son assassinat. On va en parler dès ce soir avec deux invités. L'une au téléphone dans un instant qui va nous rejoindre, c'est Lali Doré qui est rédactrice en chef du site Isra Press. Et puis avec nous ici Marilyn Smadja. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice des Femmes pour la paix. Vous avez évidemment été hier soir à ce rassemblement. D'abord, quel sentiment vous avez éprouvé hier? Est-ce que vous avez l'impression que 20 ans après, l'émotion qui évidemment a envahi Israël et au-delà ce jour-là est toujours présente 20 ans après? Alors écoutez, je pense qu'exceptionnellement hier, c'était vraiment un moment fort. D'abord 20 ans, c'est pas 18 ans. L'année dernière, il y a 19 ans, on était sur la scène, nous-mêmes, Women Watch Peace. Et je pense même qu'il y avait 48 000 personnes selon les rapports de police. Hier, il y en avait, je crois, entre 75 000 et 100 000. Les chiffres étaient variés. C'est pas une question de nombre aussi. Je crois qu'il y a des choses qui sont vraiment aussi très, très marquées. Hier, c'est vraiment les mouvements de jeunesse et quelques organisations qui ont fait cette... Donc il y avait énormément de jeunes, mais des jeunes actifs, pas seulement des jeunes présents. Et notre mouvement était très présent aussi. Il y avait des bannières partout, ça a été vu dans toute la presse. Donc les femmes
aussi, très présente aujourd'hui sur la scène politique, des discours très forts, comme le discours par exemple de Sarah Rosenfeld, qui est la mère de Malachi, qui a été assassinée il y a 6 mois, donc une mère qui est endeuillée seulement depuis 6 mois dans un attentat justement terroriste. Et je me joins à toutes les familles qui ont perdu. C'est très important. Malachi Rosenfeld était un jeune issu du monde sioniste religieux, donc a priori idéologiquement très éloigné de ce que Yitzhak Rabin pouvait représenter. Donc l'invitation de la mère de ce jeune homme assassiné prouve encore une fois, indique encore une fois que les organisateurs voulaient absolument que le message du rassemblement d'hier soir soit le plus consensuel possible. Donc on a voulu dépasser les clivages politiques. Alors, je vous laisse continuer dans un instant, mais je voulais qu'on accueille juste Lali Doré qui est au téléphone avec nous et qui va participer à cette discussion également. Bonsoir Lali Doré. Qu'est-ce que vous inspire justement le message fait passer hier par les organisateurs de ce rassemblement pour à la mémoire évidemment d'Yitzhak Rabin? On veut dépasser les clivages politiques. Ça vous semble être réaliste aujourd'hui et correspondre à la situation? Je dois avouer que le sentiment qui m'a habité lorsque j'ai appris que justement cette commémoration n'allait pas être politique, c'est du soulagement. J'ai vraiment eu le sentiment qu'enfin on me laissait à moi, sioniste religieuse, donc et personne de droite, la possibilité de prendre le deuil sur Yitzhak Rabin, de me recueillir autour de ce souvenir et de comprendre et de me réunir avec le peuple d'Israël autour de ce terrible drame qu'a été son assassinat. Pour moi, c'était vraiment. Moi, je pense que le fait que ce sont les mouvements de jeunesse. Que les mouvements de jeunesse sionistes religieux étaient invités, et non pas seulement été invités, ils ont vraiment été partie prenante de l'organisation de cette soirée. Je pense que c'est un message extrêmement important pour la société israélienne. Vous savez, moi, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, je manifestais contre la politique d'Yitzhak Rabin. J'en ai pas honte. Je pense que sa politique était erronée et que les accords d'Oslo étaient une erreur monumentale. Il n'empêche que le soir de sa mort, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que pour moi c'était l'homme Yitzhak Rabin qu'on a assassiné, c'était le Premier ministre, mais aussi c'était le chef d'état-major, le ministre de la Défense, le héros d'Israël. Et le fait que ce soit un juif qui l'ait assassiné, eh bien pour moi c'était le drame le plus absolu. Mais il s'est passé quelque chose pendant les mois et les années qui ont suivi, qui ont fait qu'on m'a peu à peu, je me suis sentie en tant que sioniste religieuse un peu déplacée. On ne m'a pas accordé le droit de prendre le deuil, parce que je faisais soi-disant partie du camp de celui qui a tiré sur la gâchette. Et donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que la société israélienne et la gauche aussi a pris un peu de maturité. De permettre justement ce rassemblement, je trouve que c'est vraiment positif. Alors c'est bien ce que vous dites là, Lali Doré, parce que c'est à vous de confirmer ou pas ce que dit Lali Doré, ce sentiment existe ou pas? Je suis d'accord évidemment avec Lali que c'était notre Premier ministre et qu'il n'y a pas d'histoire de clivage de droite et de gauche. Il y a eu quand même un clivage. Je veux dire, il y a eu les raisons du meurtre. Il ne faut pas parler seulement du meurtre, il faut parler des raisons du meurtre. Quelles ont été les causes? Les causes, effectivement, c'était une montée de la droite et de l'extrême droite, une incitation à la violence, une incitation au meurtre politique, et donc la conséquence a été un meurtre politique. Et on le sait très très bien aujourd'hui, comme nous avons vécu un meurtre politique, il y a toujours aussi aujourd'hui, dans le climat actuel israélien, une peur d'un autre meurtre politique. Par exemple, quand j'entends Daniela Weiss, qui il y a quelques mois, qui dit sur le président Rivlin, pendant qu'on avait mis des kéfiotes, on l'avait traité de nazi, etc., etc., il peut dormir tranquille parce qu'il n'est pas suffisamment intéressant pour qu'on l'assassine. Ou par exemple, quand on entend la semaine dernière, donc toujours de droite et d'extrême droite, Moti Yogev, qui dit d'un juge de la Cour suprême vous êtes devenu un ennemi de l'État parce qu'il a fait une réflexion qui était une réflexion d'ailleurs notée dans la Cour suprême, qu'il faut réfléchir avant de détruire les bâtiments. Donc ce que je crois, c'est que c'est une évidence que Rabin et l'héritage de Rabin appartient à tout le monde et qu'on peut le prendre sur le plan de la démocratie comme on peut le prendre sur le plan politique, comme ça a été dit aussi en partie hier. Mais par contre, que
je pense, c'est qu'on n'a pas retiré le droit aux gens de l'extrême droite ou de droite d'être... moi-même, je fais partie d'un mouvement où les femmes sont de droite, de centre et d'extrême droite. Elles sont venues à toutes les... Personne n'a dit on ne vient pas pendant 19 ans ou pendant 20 ans à ce rassemblement. Donc je crois que c'est une erreur. Je pense que tout simplement, c'était une droite qui ne s'identifiait plus avec les accords d'Oslo, avec ce qui avait été dit. Et de toutes les manières, les accords d'Oslo, personnellement, pour moi, ont été assassinés avec Yitzhak Rabin. Personne aujourd'hui peut dire ce qui aurait été si Yitzhak Rabin avait vécu et si lui avait mené jusqu'au bout, en plusieurs étapes, ces accords. Donc, c'est une responsabilité aussi des gens de droite et d'extrême droite. Un, de ne pas être présent, justement, pour discuter dans la discussion démocratique. Et deux, encore aujourd'hui, d'inciter à la violence. Et c'est ça ce qu'il faut absolument arrêter, ce qui a été dit hier très très fortement dans tous les discours, y compris du présentateur. Et je crois que c'est une nécessité aujourd'hui de s'arrêter en Israël et de recommencer ce dialogue. Alors justement, Laly Doré, sur cette idée qui, c'est vrai, est répandue et qui ressort à l'occasion de ce 20e anniversaire, selon laquelle finalement la paix est morte avec Yitzhak Rabin, la paix est possible avec les Palestiniens. C'est votre sentiment ou pas? Non, je pense que donner autant de, entre guillemets, de crédit à l'assassin Yigal Amir, c'est lui faire vraiment beaucoup trop d'honneur. La paix n'est pas morte avec Yitzhak Rabin. Ceux qui ont tué la paix, ce sont les Palestiniens, ce ne sont pas les Israéliens. La paix n'est pas morte avec Yitzhak Rabin, elle est morte parce que la base de cette paix, de ce processus de paix et des accords d'Oslo était erronée. Elle prenait pour axiome de base qu'on avait affaire à un peuple qui recherchait la paix face à nous. Or, ça s'est révélé complètement faux. Donc la paix n'est pas morte avec Yitzhak Rabin. Les accords d'Oslo, parce que c'est pas du tout. Sont morts et enterrés depuis bien longtemps. Attendez, laissez-la finir. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Allez-y, Laly. Est-ce que je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît? Ouais. Je dis que les accords d'Oslo, oui, ils sont bien et bien morts, mais ça n'a rien à voir avec Yitzhak Rabin, avec son assassinat. C'est le fait que ce sont tout simplement des accords qui ne conviennent pas à la réalité israélo-palestinienne, à la réalité géostratégique d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ceux qui essayent de redonner, de faire revivre les accords d'Oslo en espèce de respiration, de les maintenir en respiration artificielle, ils font plus de mal à la paix qu'autre chose. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on obtiendra. Ce n'est pas l'histoire a prouvé que les concessions n'avaient pas apporté la paix. Les Israéliens en sont persuadés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la gauche ne parvient pas à obtenir le pouvoir, parce que justement ces concessions n'arrivent pas à convaincre les Israéliens. Les Israéliens sont de plus en plus convaincus que les concessions territoriales n'apporteront pas la paix. Ils sont de plus en plus convaincus que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit territorial, mais un conflit identitaire. Et donc de ce point de vue-là, les accords d'Oslo dont la base était constituée de concessions territoriales, n'ont plus lieu d'être. Merci Laly Doré, vous avez 2 minutes pour répondre. Oui, juste en 2 minutes. D'abord, au sein de notre mouvement, nous pensons justement que oui, il y a des possibilités de processus de politique. La paix, c'est pas pour maintenant. Mais il faut passer d'abord par des accords politiques bien précis. Aujourd'hui, je pense que si on fait un micro-trottoir, la majorité des Israéliens diront qu'ils veulent une séparation avec les Palestiniens très claire, avec des frontières très très claires. Et il faut maintenant savoir si cette séparation, on veut la faire de manière responsable ou unilatérale, ou bilatérale, ou régionale. C'est la question actuelle. Mais la séparation, et qu'il doit y avoir un État palestinien d'un côté. C'est ce qu'aurait voulu Rabin, à votre avis, une séparation nette? C'est une séparation nette qui doit, à mon avis, être discutée sous une table de négociation. Maintenant, si de l'autre côté, il n'y a pas assez de bonne volonté, Israël doit imposer ses accords. Et c'est vraiment la nécessité actuelle. Nous espérons que de l'autre côté, il y a des femmes, par exemple, qui se réveillent aussi de l'autre côté, du côté palestinien. Il faut les encourager. Il faut encourager les femmes aussi ici, qui mènent un mouvement, justement, de négociation des deux côtés. Il n'y a rien qui est mort. Ce que j'ai dit, c'est que les accords d'Oslo, on ne peut pas savoir ce qui aurait été avec Rabin ou sans Rabin. C'est impossible de rediscuter avec ça. Et donc, quand on nous sert tout le temps qu'à cause des accords d'Oslo, après les accords d'Oslo, il y a eu des meurtres, etc., il y avait des attentats avant et il y a eu des attentats après. C'est ça ce que j'ai voulu dire. Mais au contraire, c'est aujourd'hui qu'il faut retourner à la table des négociations. Ni demain et ni après-demain. Aujourd'hui et sans condition. Bon. Voilà. 1 minute, Dror, pour vous. Non, je pense que par rapport à ce que vient de dire Magnus Nadja et également Laly Doré, le discours sur la paix aujourd'hui, eh bien, il convainc une minorité d'Israéliens et une minorité seulement.
sur la possibilité d'un accord de paix avec les Palestiniens. Le discours sur la nécessité d'une séparation, pour reprendre la terminologie employée tout à l'heure, lui, il convainc plus de monde, notamment dans le contexte des violences actuelles. Et on sent dans le discours de certains leaders politiques, notamment celui du leader de l'opposition, Herzog, eh bien, que Herzog parle ces derniers temps de la nécessité d'une séparation avec les Palestiniens. Pas de la possibilité d'un accord de paix. Là, il y a un changement de terminologie qui correspond peut-être davantage à ce que cherchait Yitzhak Rabin, à ce que voulait Yitzhak Rabin, à son idéologie réelle, que l'image qu'il a peut-être laissée par la suite comme étant Rabin le pacifiste. Rabin n'a jamais été pacifiste. Merci Dror Even Sapir, merci à vous Marilyn Smadja, merci Laly Dorey qui était au téléphone avec nous et puis on reparle évidemment de ces commémorations dans les jours qui viennent, journée spéciale d'ailleurs le 4 novembre sur notre antenne. Alors 20 ans après ce drame, eh bien, une exposition offre d'ailleurs pour la première fois au public des moments intimes du procès de l'assassin de Rabin sous le crayon de celui qui fut chargé eh bien, des fameux croquis d'audience. Reportage Uri Shapira avec Léa Volbert. Les croquis d'audience ne sont pas considérés comme une forme d'art, mais plutôt comme une procédure permettant de documenter un procès quand les caméras ne sont pas autorisées en salle d'audience. Mais cette exposition est assez différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Près de 20 ans plus tard, l'artiste israélien Jacques Jeannot expose les croquis qu'il avait faits lors du procès d'Igal Amir, l'homme qui avait assassiné le Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Intitulée « Près de la barre des témoins », l'exposition a récemment ouvert ses portes à Tel Aviv, dans la galerie Engel. Il est évident que lorsqu'il s'agit de sentiments, chacun est libre d'interpréter les choses de manière différente, car la politique n'a rien à voir avec l'art. Il y a des gens qui viennent ici et qui me disent « Je ne peux pas voir ça, ça me met en colère, ça me fait peur ». Et c'est ce que l'art est censé faire, il doit nous faire ressentir des émotions. Parce que certaines sessions ont eu lieu à huis clos, c'est Jeannot qui a dû fournir une partie des descriptions de ce qui s'est passé dans la salle d'audience, celle d'un des procès les plus médiatisés en Israël et dans le reste du monde. Et même si être assis dans la même salle d'audience que l'un des hommes les plus détestés du pays ne lui a pas rendu la tâche facile, Jeannot affirmait récemment qu'il avait abordé ce procès comme il aurait abordé n'importe quel autre procès. J'étais complètement neutre et objectif. Je voulais seulement être un bon artiste et voir la scène dans tout son ensemble. L'un des dessins les plus importants de cette collection montre Amir sous un angle plus humain, loin de l'image du monstre suggérée par les autres croquis. C'était comme s'il était assis en face de moi, à côté du National Gallery, et que je faisais juste son portrait, que je vendrais ensuite 5 livres sterling. Et aussi la façon dont je l'ai dessiné, avec les blancs et les ombres, pour le représenter de la manière la plus fidèle possible. En mars 1996, Amir est condamné à la prison à vie. En 2001, le Parlement vote une loi spéciale interdisant au comité de probation de recommander à l'assassin une réduction de temps de prison ou de le gracier. 20 ans plus tard, une image est restée gravée dans la mémoire collective israélienne, celle d'un jeune assassin qui riait lors de son procès. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. On parlera du marathon de New York et puis également d'une question, ou en tout cas d'une interrogation. La CIA cherche-t-elle à recruter des soldats au sein de l'armée israélienne? Nouveau journal complet tout de suite, à tout à l'heure. Suite du Grand Direct et grande manœuvre politique au sein du gouvernement israélien sur fond d'accord sur l'exploitation d'un nouveau champ gazier. Le ministre de l'économie et leader du parti orthodoxe Chasse a démissionné aujourd'hui du gouvernement, et ce afin de permettre la signature d'un accord important concernant le gaz. Joseph Emmanuel. Il démissionne. Le ministre de l'économie donne ainsi le feu vert au gouvernement israélien pour faire passer un accord gazier de plusieurs milliards de dollars, un accord avec le géant américain de l'énergie, Noble. L'objectif est simple, mettre en place un conglomérat sur l'énergie et développer les champs offshore de gaz, ceux récemment trouvés au large des côtes israéliennes. Ce matin, en réunion ministérielle, le Premier ministre a pris acte du geste de son ministre. Mais quelle est donc la nature de ce projet qui fait tant de bruit?
Ses partisans le présentent comme une chance pour Israël, une possibilité de jouer dans la cour des grands sur l'immense marché mondial de l'énergie. Mais ses détracteurs opposent une fin de non-recevoir pure et simple à l'accord. Ils affirment qu'il est l'exemple type créant un monopole. La démission tant attendue est donc une démission négociée. L'actuel ministre de l'économie devrait récupérer dans les prochaines semaines un ministère tout neuf, un ministère du développement pour les régions du Negev dans le sud du pays et de la Galilée dans le nord. C'est donc une sorte de transformation de ministère plus qu'un véritable abandon de poste qu'opère actuellement Aryeh Deri. Mais cette transformation aura sans aucun doute des conséquences sur d'autres ministères. Le chef du parti sioniste religieux, Naftali Bennett, a déjà fait entendre sa voix. Pas question pour lui de laisser une politique des vases communicants lui enlever une partie de son budget. Les enfants d'Israël ne sont pas des jouets que l'on bouge d'un bureau à l'autre, affirmait ce matin le ministre Bennett. Plus de 500 milliards de mètres cubes de gaz ont été découverts par Israël, assez pour faire passer l'État hébreu du stade de petit pays dépendant énergétiquement de ses voisins au stade d'un pays exportateur de matières premières. Et puis en Israël, il y a également cette note interne des renseignements militaires auprès des soldats et officiers de l'armée israélienne. Il s'agit de mettre en garde contre une possibilité d'approche pour être recruté au sein de la CIA, la célèbre agence du renseignement américain. Alors c'est tout à fait sérieux et on en parle justement avec Olivier Rafovitch qui est en ligne avec nous, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Charles. Il y a vraiment des tentatives possibles, puisque c'est de l'actualité, eh bien que des soldats israéliens soient approchés pour servir d'informateurs auprès de la CIA? D'abord, il y a toujours des tentatives de la part des services de renseignement étrangers d'essayer d'infiltrer ou de faire de l'espionnage en Israël. C'est pour ça que nous avons toujours des consignes très strictes au niveau de la sécurité pour que les soldats, les officiers, ceux qui sont membres des services et des secteurs sensibles soient prévenus et soient formés pour éviter qu'il y ait donc des tentatives. Ceci n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, là, c'est peut-être la publication d'une telle note, mais quelque part, elle existe depuis longtemps par rapport à toute approche d'un quelconque service, de quelconque État. Mais même entre alliés, on peut donc s'espionner au sein d'armées qui coopèrent pourtant de manière très proche, ce qui est le cas d'Israël et des États-Unis. Sans entrer dans, on va dire, la chose précise, il y a évidemment, même parmi des amis, des choses parfois qu'il ne faut pas faire et il faut faire attention à qui on parle. Et lorsque quelqu'un qui n'est pas censé vous approche, eh bien il y a l'obligation pour le soldat, l'officier, d'en rapporter la chose aux militaires qui s'occupent de la sécurité interne de l'armée. Encore une fois, cette note n'est pas nouvelle dans son contenu. Ce qui est intéressant, c'est sa publication dans la presse. Et elle reflète peut-être aujourd'hui un état de choses où des États même amis veulent savoir ce qui se passe en Israël, vu que la situation générale est extrêmement sensible. Il est arrivé, semble-t-il, c'est ce que dit aussi cet article de presse qui révèle cette information, il est arrivé que des soldats israéliens aient été interrogés de manière très approfondie parce qu'ils simplement se rendaient sur le territoire américain après une opération militaire. Écoutez, je n'ai pas l'information moi personnellement, j'ai vu également cela dans la presse. Encore une fois, la possibilité d'être approché par des services de renseignement étrangers oblige l'Israélien en poste à rapporter la chose. Encore une fois, le fait d'avoir des amis, des alliés, n'empêche pas le fait que parfois des pays veulent avoir un peu plus d'informations au-delà de l'information qui est transférée par les services réguliers. Encore une fois, c'est un monde un petit peu complexe, sensible, qui est un monde que tous les pays connaissent et entre pays alliés également. Bon, donc pas d'inquiétude outre mesure, c'est une procédure tout à fait normale, vous nous dites, Olivier Rafovitch. Procédure normale, encore une fois, pour une armée d'Israël qui a des tâches extrêmement sensibles à remplir dans un monde encore de plus en plus compliqué avec l'informatique, la cyber-espionnage, qui fait que nous devons être extrêmement prudents. Et donc ces notes-là viennent rappeler aux Israéliens, aux soldats et aux officiers de tout rang, qu'il est formellement interdit d'avoir des rapports avec des agents étrangers, avec des gens qui sont susceptibles de devenir quelque part des personnes qui voudraient donc obtenir de l'information par des voies non officielles et non régulières. Et là, dans ce cas-là, il y a infraction et surtout il faut rapporter la chose pour que la chose soit stoppée et vérifiée.
Mais encore une fois, c'est un sujet extrêmement sensible que tous les pays du monde connaissent. En Europe également, même entre pays amis, il y a de l'espionnage, il y a des volontés de savoir un peu plus. Et nous sommes dans un monde vivant avec d'informations qui se baladent et on essaye parfois d'obtenir l'information de plusieurs manières possibles. Mais nous sommes vigilants. Eh ben voilà, merci. Voilà qui est dit. Merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. On va partir à New York maintenant pour parler sport avec l'un des événements les plus courus de l'année à tous les sens du terme, c'est le marathon de New York. Notez d'ores et déjà les deux vainqueurs de l'épreuve parce qu'elle n'est pas encore finie pour des milliers de participants, mais en tout cas les plus rapides sont déjà arrivés. Deux Kenyans, Stanley Biwott chez les hommes avec 2 heures 10 minutes et 34 secondes pour le chrono et Mary Keitany, autre Kenyane chez les dames, 2 heures 24 minutes 25 secondes. Elle était tenante du titre. On va retrouver à New York Daniel Ziri, qui assiste à cet événement plus que populaire. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Charles. Oui, ce marathon de New York vient de débuter ce matin un peu plus tôt. La première vague de coureurs a quitté l'île de Staten Island au sud de Manhattan environ à 8h30 du matin. Et c'est la première vague de coureurs puisqu'il y en a 8 dans toutes les catégories confondues. 8 vagues puisque il y a énormément de monde qui court ce marathon chaque année. Il faut donc répartir les gens. Alors 8 vagues de coureurs qui sortiront dans les différents créneaux horaires jusqu'à environ 10h ou même 11h du matin ici à New York. Autour de 50 000 personnes courent ce marathon chaque année, un très grand nombre de personnes. Le parcours alors traverse les 5 grands quartiers de New York, de la ville de New York. Ça commence à Staten Island, comme je l'ai dit, au sud de Manhattan. Ensuite, on remonte vers Brooklyn, puis Queens, le Bronx et une redescente vers Manhattan avec les coureurs qui vont remonter la 1er avenue, puis descendre la 5e avenue du côté est du parc, ce qu'on appelle le Upper East Side. Ils entreront ensuite dans Central Park, que vous pouvez voir derrière moi. Je me trouve à Columbus Circle, qui est le coin sud-ouest du parc. C'est là que les coureurs vont franchir la ligne d'arrivée et finir ce marathon. Alors ils arriveront ici un peu plus tard. Les premiers coureurs arrivent environ 2 heures après avoir débuté le marathon, un temps record tout de même. Et il faut dire que, Jean-Charles, la sécurité est assez renforcée. Vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi plusieurs voitures de police et des policiers qui quadrillent le périmètre. Il faut dire qu'après les événements à Boston, il y a quelques années, avec cet attentat du marathon de Boston, la sécurité a été renforcée. Les coureurs le disent d'ailleurs qu'ils ressentent beaucoup plus de sécurité d'année en année. Les pays représentés, il y en a plus de 100. Et il faut dire que la France est plutôt bien représentée cette année puisqu'elle a 7% des coureurs sont françaises, qui en fait le 2e pays le plus représenté dans ce marathon, à part les États-Unis. Alors au niveau des participants, je vais vous donner quelques chiffres. 58% des participants sont des hommes, 42% sont des femmes. Donc à peu près moitié-moitié pour ce marathon 2015. Et il faut savoir, Jean-Charles, aussi que certaines célébrités courent ce marathon, dont par exemple l'acteur Ethan Hawke et bien sûr la chanteuse, ça a été très anticipé, Alicia Keys, qui va courir avec tous les autres coureurs aujourd'hui ce marathon. Voilà donc, merci Daniel Ziri depuis New York donc pour ce marathon de New York, l'une des épreuves évidemment les plus populaires du calendrier sportif. C'était également un des rendez-vous incontournables du tennis. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient en finale depuis 2013. Rafael Nadal et Roger Federer, c'était cet après-midi à Bâle, le lieu de résidence d'ailleurs de Federer qui était en quelque sorte plus qu'à domicile. Et bien cela d'ailleurs s'est vérifié puisque c'est le Suisse qui s'est imposé. Il a d'abord remporté le premier set 6-3 après avoir largement dominé, notamment en fond de court. Nadal beaucoup moins à l'aise sur cette surface plus rapide évidemment que la terre battue et qui a commis beaucoup de fautes d'ailleurs, ce qui prouve que l'Espagnol n'est plus à son meilleur niveau. Et malgré ses 33 ans, c'est Federer qui a été dominateur. Ça a été beaucoup plus accroché ensuite dans le deuxième set où là, Nadal a d'abord empêché Federer de conclure et est revenu à 5 partout avant de s'imposer. Vous allez le voir, 7-5 dans la deuxième manche sur ce match qui lui permet donc d'empocher le deuxième set 7-5. Et puis dans le troisième set, toujours autant de fautes directes pour Nadal et Federer qui en profite et qui va encore se détacher pour conclure et remporter ce qui est son 6e titre de la saison. Donc pour Roger Federer, vous allez le voir, avec ce point gagnant magnifique grâce à ce revers court croisé.
Et ensuite, donc, la balle de match qui lui permet de marquer un nouveau point dans la rivalité légendaire qu'il a opposée à Rafael Nadal. Et voilà donc le Suisse maître chez lui et qui s'impose donc en 3-7 face à Rafael Nadal. Federer toujours aussi impressionnant malgré son âge quand même avancé. On va parler maintenant de cette polémique qui a agité le sport israélien. On vous en a déjà parlé ici même, celle qui concerne les compétitions organisées dans des pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël. Faut-il y participer ou non? La ministre des Sports israélienne avait empêché une délégation de sportifs israéliens de se rendre par exemple à un tournoi de judo à Abu Dhabi. Certains athlètes y sont allés en utilisant d'autres passeports que le passeport israélien. Ils ont remporté des médailles justement durant cette compétition, mais sans le drapeau israélien autour, car Israël n'étant pas représenté officiellement, c'est sous l'emblème de la Fédération internationale de judo que ces athlètes ont été récompensés. Alors faut-il saluer ou pas cet événement, ou au contraire faut-il blâmer ces athlètes qui courent sans leur drapeau? Aurait-il dû refuser d'y aller? On va en parler avec Pascal Berkovitch, qui est membre d'ailleurs de la délégation israélienne paralympique, qui prépare d'ailleurs activement les Jeux de Rio, ce sera dans un an, 2016. Bonsoir Pascal Berkovitch. Bonsoir. Donc, c'est pas dans un an, c'est en septembre 2016, c'est demain. C'est demain, mais c'est quand même dans un an. Pour nous, ça fait à peu près un an, un peu moins, vous avez raison. Alors, Pascal, que pensez de ces problèmes? Vous n'aurez pas ce problème-là, évidemment, à Rio, puisque là, évidemment, c'est le CIO et il n'y a pas de problème de drapeau. Mais pour ce qui s'est passé à Abu Dhabi ce week-end, c'est un vrai souci. Que faut-il penser? Faut-il y aller ou pas dans ces cas-là? Écoutez, je pense que c'est une question très difficile. D'abord, c'est très triste d'en arriver là et de se retrouver dans une situation où des sportifs ne peuvent pas défendre leurs couleurs comme ça se fait toujours et partout. C'est vraiment contre l'esprit du sport, évidemment. On se trouve en tant que sportif, on est en face d'un problème très grave parce que c'est l'année olympique. Donc justement, on est tous en train de préparer les Jeux olympiques de Rio. Ça veut dire qu'on est obligé de participer à des compétitions pour avoir notre qualification pour les Jeux olympiques. Une partie des compétitions se déroule dans les pays arabes, Émirats arabes, Koweït, Abu Dhabi, Arabie Saoudite, et à ce moment-là, si on ne participe pas, on se grille on se grille pour les Jeux Olympiques de Rio. On manque des points et à ce moment-là, après, on peut plus arriver à Rio. Donc, et c'est tellement important pour nous justement de défendre les couleurs d'Israël à Rio aux Jeux Olympiques. Donc, c'est un petit peu c'est se tirer une balle dans la jambe, quoi. Donc, on peut pas ne pas y aller en tant que sportif au niveau des résultats et au niveau de ce qui se passe au niveau des compétitions. En année olympique, comme en ce moment, fin 2015-2016, on peut absolument pas faire l'impasse. On est obligé d'y aller et d'honorer la compétition. Je pense aussi moi personnellement, je ne représente que moi évidemment, mais je pense qu'en tant que sportif, on doit y aller de toute façon. Même si on n'a pas le drapeau israélien sur le bras ou sur le dos, on a le drapeau israélien dans le cœur. Et tout le monde le sait qu'on est israélien, il ne faut pas se leurrer. Tous les gens qui sont là-bas, évidemment, sur les lieux de la compétition, les athlètes, les entraîneurs, les fédérations internationales, toute la fédération internationale, tout le monde sait très bien qui est israélien, qui ne l'est pas. On se connaît tous et je pense que ça fait quand même, ça a son effet de venir en tant que sportif, de défendre ses couleurs, en plus de gagner des médailles, comme l'ont fait Olama, Sagui et Yarden durant ces Jeux c'était à Dubaï ou à Abu Dhabi? À Abu Dhabi, c'était un tournoi du Grand Chelem à Abu Dhabi. Et donc je pense que c'est quand même pour les autres athlètes sont tristes de voir ça et je veux dire c'est tellement anti-sport et je pense qu'il faut qu'on y aille quand même, il faut qu'on y aille et qu'on montre qu'on est là même si on n'a pas le droit de le faire de façon vraiment ouverte et à notre façon. Moi je pense qu'on doit y aller. Mais c'est une question qui est très difficile et qui est très triste. Merci en tout cas pour ce témoignage en direct, Pascal Berkovitch. Je rappelle que vous êtes membre de la délégation de l'équipe paralympique israélienne qui ira défendre le drapeau à Rio dans un an. Merci à vous. Nouveau journal dans un instant, Daniel Atlan.